Voilà, bonjour, bonjour et bon appétit à tout le monde. Nous sommes un petit peu en retard, mais on va essayer de rattraper ça très rapidement. On va aller très vite. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Bonjour monsieur le généalogiste, monsieur Michel Rogers, qui sera avec nous au moins jusqu'à 13h30. Et puis on va recevoir entre-temps Vanessa, pas Vanessa Paradis, mais Vanessa Ronel, qui va nous parler du GBW. On parlera de ça tout à l'heure. Rapidement, Jessie, les titres. Une opération escargot est organisée aujourd'hui à Bémao par les planteurs de canne. Une mobilisation mise en place afin que leur intérêt soit pris en compte parce que la convention collective 2016-2022 ne leur convient pas. L'association Racine organise la 11e édition du mois de l'Afrique. Du 28 février au 6 mars, des manifestations seront organisées sous le thème de la musique noire et mémoire. Et enfin, suite à la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel au début de l'année, une jeune fille scolarisée au collège Joseph Pita à Basse-Terre est jusqu'à maintenant victime de rumeurs. La mère de la victime avait proféré des menaces armées sur le net. Nous avons recueilli leurs témoignages. Voilà, merci pour ces titres. Et si on vous retrouve tout à l'heure pour le développement, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisque je vous avais dit, Michel Rogers, c'est The Généalogiste, comme on dit, The Mentaliste, The Généalogiste, et depuis plusieurs semaines, on avait prévu de faire une émission avec lui. Il est venu une fois, deux fois, pas jamais ni assez temps. Cette fois-ci, on lui donne le temps qu'il faut pour développer un petit peu la généalogie, votre arbre, canouiller, ou là nous sortir, canouiller, etc. Il a fait des recherches, il fait des recherches depuis plus d'une trentaine d'années, peut-être même plus. Il va nous le dire tout de suite. Et avec lui, on va essayer de dérouler un peu, non pas l'histoire de la Guadeloupe, mais les histoires de nos vies, de nos ancêtres et de notre pays. C'est bienvenue, Michel Rogers. Merci d'être là. Alors, première question sensible et normale. Comment êtes-vous devenu généalogiste? Qu'est-ce qui fait que vous entrez dans ça? Par hasard, parce que ce n'est pas mon métier. Je suis le bâtiment travaux publics, après près de 30 ans à l'extérieur, j'ai bourlingué partout, en Indonésie, en Grèce, tous les pays. J'ai terminé au Mexique et au Texas, et je suis revenu en Guadeloupe. Et là, je rencontre des anciens amis blancs pays qui m'invitent à une fête, et puis ça se passait sur la plage des Amandiers. Alors j'y vais et je vois un moment dans la soirée, dans la journée, une grande table. Ils s'installent une grande table et tout le monde va autour de la table. Et c'est là que je me rends compte qu'ils étaient en train de mettre à jour leur arbre généalogique. Pour moi, c'était quelque chose de... Pour moi, avec les rois qui avaient ça, des gens, la généalogie, c'est pas tellement mon monde. Et là, je vois que ces gens-là, eux, ils savent qui ils sont. Parce qu'il y avait les invités, et parmi les invités, ils apportaient les naissances de l'année, les morts de l'année, ils mettaient à jour l'arbre. Et moi, je suis là, enfin, comme je me dis, mais c'est vrai, je ne connais même pas le vrai nom de mon grand-père. Je me suis trouvé un peu comme un chien sans maître au milieu d'un tas de chiens à pédigré, en fin de compte. Et j'ai décidé de fouiller là-dedans. Après bien des vicissitudes, je rentre aux archives de la Guadeloupe, et là, je découvre l'identité de mon grand-père, qui était Papa Victor. Je découvre qu'il s'appelait en fin de compte Cornelius. Et je découvre le nom de son père. Et je fouille, je remonte. De fil en aiguille, comme ça, vous êtes parti. Et je me rends compte que sans bouger en Guadeloupe, nous avons la possibilité de savoir tout. Alors, monsieur Rogers, combien de généalogies vous avez déjà exhumées? Environ... Bon, je m'excuse auprès du public parce que je sais qu'on est sensibilisé. Moi, j'en parle des thèmes que je vois dans les trucs. Je dis nègre. Oui. Parce que noir et compagnie, c'est de la connerie. D'accord. Les Wajus, c'est nègre, blanc, homme de couleur. D'accord. Non. Les Indiens, alors, pour les nègres, il y a à peu près 6 à 7 000 arbres de fées. Chez les Indiens, il y a à peu près 1 millier à venir. Et chez les blancs, à peu près 200 à peu près, j'ai fait. D'accord. Les blancs existants,
par curiosité, j'ai été voir ce qui se passe dans leur arbre aussi. Parce que les arbres qui étaient affichés aux archives n'étaient pas toujours juste, c'était enjolivés. On a toujours tendance, c'est plus facile de faire la généalogie des autres d'ailleurs que le sien, parce que l'être humain est ainsi fait, on cherche les personnages valorisants de la famille. S'il y a un mal marqué au BBT, ou une tendance à oublier. Et par contre, tomber sur un bouc qui montait haut, qui mettait. Et chez les Blancs, c'est ce qu'on trouve. On trouve pas les petits trucs, ceux qui ont viré, qui pour eux, viraient mal parce qu'ils ont vu une milate. Alors, ça là, on les a mis de côté. Il existe par exemple tout un livre de généalogie fait par, je ne sais plus leur nom, là, où systématiquement, une famille, dès que cette famille s'est métissée, il n'a pas le droit de citer dans ce livre. D'accord. Un livre complètement raciste qui s'est vendu en Guadeloupe. Mais il y a toute une série d'anciens blancs. Je citais certains autres politiques. Desplan, par exemple, c'était un blanc. Maintenant, les Desplan sont des nègres. Les Desvarieux aussi, par exemple? Desvarieux, ah oui. Desvarieux, je donne souvent un exemple parce que là, c'est un exemple très rare, mais il faut quand même le citer. C'est-à-dire les Desvarieux, le chanteur, là, avec sa sœur, tout ça, qui sont bien noirs. Ce sont des vrais Desvarieux. Mais le bruit courait par les Desvarieux blancs, il existe toujours à Désirade, que Nègla prend nom en nous. C'est le bruit qui courait. Et comme nous, on a tout tendance à. Dès qu'une parole sort de certains trucs, on a toujours une raison. Donc, Nègla, même te mettre en tête, il prend nom en blanc là. Alors que quand on regarde les lois françaises, la loi française ne permet pas ça. Si un nègre a le nom d'un blanc, il y a une légitimité quelque part. Oui, mais sauf qu'à l'abolition de l'esclavage, quand même, on se souvient que les nègres n'avaient pas de nom. Oui, mais ils avaient des prénoms quelquefois. Mais on n'avait pas le droit de leur donner le nom d'un blanc existant. Ah bon? Contrairement aux Anglais. Alors vous voulez dire que tous les Guadeloupéens qui ont des noms de blancs, aujourd'hui, ont une origine... Oui, par exemple, Desvarieux, on trouve deux frères Desvarieux qui se marient avec des femmes esclaves. Donc ils font des métis? Des négresses. Oui. Hein? Mariage. Hein? Oui. Bon. Un conseil de famille les oblige à se démettre de leurs droits. Oui. C'est-à-dire qu'ils deviennent pauvres. Ils deviennent pauvres. Alors, comme maintenant d'ailleurs, ça existe toujours, mine de rien, plus on est pauvre, plus on est noir. Tout le monde peut constater, quand un nègre a monté en grade, il se marie avec quelqu'un de blanc. D'accord. Hein? Et abandonne sa négritude. Hein? Jessie. Alors, on sait qu'à l'époque de l'esclavage, les familles étaient séparées. Effectivement, on rebaptisait donc les esclaves. Comment on arrive à remonter aussi loin sans se tromper? Non, mais quand on dit remonter, c'est relatif. Parce que l'esclavage, c'était un système très vicieux. Et là aussi, c'est difficile de parler sans une certaine colère. Par contre, il faut garder son calme, mais c'est un système extrêmement dur. Hitler, même à la limite, c'était un rigolo à côté de ce qui s'est passé. Parce que Hitler, en fin de compte, n'a duré que 5 ans. L'esclavage a duré des siècles. Bon, donc, il faut bien comprendre ça. Donc, ils avaient mis au point un système où ces malheureux étaient complètement annihilés. Premièrement, les esclaves africains, puisqu'ils étaient essentiellement africains au départ, étaient très jeunes. Bon, ceux qui connaissent un peu la culture africaine, c'est que par exemple, un jeune de 15 ans n'est rien. N'est rien. Il n'a pas passé certaines phases pour avoir des connaissances, parce qu'en Afrique, un homme est homme autour de 30 ans. Même maintenant, aujourd'hui, il y a des initiations, des choses qui fait qu'à 15 ans, on est pour rien. Eh bien, l'esclave était un jeune, beaucoup plus malléable quand il est arrivé ici. Ben, en 2 temps, 3 mouvements, il avait perdu sa religion, ses croyances.
même ses origines à la limite. On le faisait oublier par des pressions psychologiques. D'ailleurs, ça se retrouve chez Lynch, dans son truc. Et il ne voulait pas des vieux. Un esclave de 40 ans n'était pas bien vu parce que le type il avait des retards. Alors que ce jeune qui arrive, il a pris le petit bon Dieu à yeux bleus, là, vite fait. Il est devenu chrétien. Hein. Parce qu'on lui a dit le sien, des animistes, vous êtes rien, voilà le vrai Dieu. Ça se retrouve dans la messe des Noirs. Il y a une messe qui a été écrite où on dit pitié Jésus, fait que bon Dieu là, aider patron là pour qu'il t'y aille. À quelle époque ça a écrit ça? Ben, ça a été fait dans les 1800 et quelques là. Hein? Ça a été fait par un prêtre martiniquais. Il y a une copie de ce livre aux archives. Hein. Il y a une copie, la messe des nègres. D'accord, je ne savais pas. Mais oui. C'est bien d'apprendre ça. Mais je voulais savoir, donc en France, on a vraiment gardé tous les écrits, c'est qu'on est capable vraiment de tout retrouver. Surtout nous en Guadeloupe. Contrairement à la Martinique a connu malheureusement les aventures de Saint-Pierre, où ils ont perdu pas mal de choses. Nous, on est passé quand même à travers de ça. Nous avons des documents. Et nous avons des archives extraordinairement riches. Certains de nos intellectuels, ou je ne vais pas employer ce terme, qui n'est pas intellectuel, moi j'étais maçon, hein, j'étais un entrepreneur, mais je faisais travailler mon intellect peut-être plus qu'un bureaucrate. Hein. Comme ça, pour construire un pont, il faut que l'intellect fonctionne. Hein, donc, eh bien, ces gens-là, ils ont kidnappé la connaissance. Moi, c'est ce que ça m'a paru. Quand je suis arrivé aux archives, j'ai été pris en main par quelques blancs pays que je connaissais, les frères Lacour notamment, Madame Parisi, qui malheureusement est morte, m'ont aidé tout simplement à manipuler les machines et la technique pour rechercher des trucs. Et petit à petit, je vois que tout devient clair. Nous avons tout. Les actes, les originaux sont en Guadeloupe. Et ces messieurs d'ici faisaient croire que pour avoir des connaissances, il fallait aller à Aix-en-Provence. Ce qui tout de suite mettait en jeu le petit peuple. Tout le monde n'a pas le pouvoir d'aller à Aix-en-Provence, louer un hôtel pendant je ne sais pas combien de jours. Mais monsieur Rodiers, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez exhumé à peu près 6000 arbres généalogiques. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où sont ces documents? Qu'est-ce que vous en avez fait? Actuellement, c'est au Memorial Act. D'accord. Sous quelle forme? Sous forme de microfilm? Comment c'est? Ça a été, comment on appelle ça? Photocopié, scanné? Scanné, numérisé, voilà le terme, numérisé. Oui. Bon, malheureusement, mon but était que ça soit fait par des Guadeloupéens. J'ai cherché de mon côté, avec certaines personnes, j'ai trouvé une ou deux petites entreprises guadeloupéennes qui étaient parfaitement capables de faire ça. Malheureusement, bon, je ne le commande pas, hein, ça a été commandé par une entreprise française. Bon, je dis, je ne parle pas le mot métropolitain, mais c'est un mot que j'aurais bien aimé qu'il disparaisse de notre... Vous êtes de mon avis, ce mot-là, c'est un terme qui n'a pas raison d'être en Guadeloupe. Bon, parce qu'il y a des gens qui l'emploient par ignorance, bon, ceux-là je les pardonne, mais il y a certains qui les emploient, sachant très bien qu'avec ce mot vient indigène. Tout à fait. C'est deux mots qui sont dissociés. Donc, quand certains Français de l'Hexagone disent qu'ils sont métropolitains, moi je dis, moi je ne suis pas ton indigène. Alors arrête tout de suite de me parler de ça. Hein? Parce que quand j'ai vécu dans la France profonde, en Rodson et compagnie, on ne dit pas métropole. Pour moi, il n'y a qu'une métropole, c'est la capitale. C'est pareil, c'est ça. Le métropolis, c'est dans le terme. Donc, il n'y a aucune raison. Nous sommes. Il n'y a pas besoin de métropole. Alors, je vais aller avec vous sur des questions directes, précises. Alors, vous avez porté un document que malheureusement je ne peux pas encore utiliser, lire complètement. Il date de 1802. C'est le rapport du général Ménard, commandant par intérim de l'armée de la Guadeloupe, après la défaite de Ignace. Alors, d'Elgrès, pardon. Bien sûr, on ne va pas lire tout le document, mais qu'est-ce que vous avez tiré de ce document historique, puisqu'il ne figure dans aucun ouvrage ni d'Adélaïde, ni de Bélénice, ni de tous nos historiens habituels. Pourquoi? Bon, ils le savent autant, hein? Parce que, de toute façon, je ne discute pas localité, ils le savent.
Et maintenant, c'est un rapport qui est écrit à vif. Oui. Il raconte jour par jour La guerre de 1802. Première chose que la Guadeloupe entière pratiquement ignore, c'est que le premier combat a eu lieu à Baïf. D'accord. Hein, l'embouchure de la rivière du Plessis. J'étais sur place, le chemin existe, j'ai même trouvé des débris, des balles, des trucs comme ça dans les asiers, il y a ça, hein, et qui raconte cette guerre, comment Richepens arrive à l'embouchure de la rivière, et dès le reste qui vient par le haut à sa rencontre, et le choc a eu lieu dans l'escarpement qui sort de la mer jusqu'à la décharge, parce que, bon, une des aberrations de la Guadeloupe. Alors, comme l'historien Maurice Barboutin. La rue porte son nom à côté de la Gauloise. Marie-Claire. Maurice Marie-Claire. Martin, pardon. A sorti une histoire locale. J'ai trouvé celui de ma mère, ou ma mère qui aurait 100 ans si elle était vivante, eh bien, apprenait l'histoire locale à l'école. Oui. C'était son livre quand elle était en cours élémentaire, pour montrer qu'on régresse, nous. Ma mère apprenait ça à l'école, l'histoire locale, et c'était complet. On disait que c'est là que ça a commencé. D'un seul coup, ça a disparu. Entre-temps, il y a eu l'époque de Saurin, il y a eu un tas de choses qui fait qu'on ne parlait plus de l'histoire locale. Mais ce maire de Baïf qui a décidé de mettre la décharge à cet endroit, je me demande est-ce que c'est l'ignorance pure ou une volonté d'enfouir l'histoire, de finir battre avec ça. Ouais. Vous pouvez dire qu'un endroit pareil, vous mettez la décharge. La décharge de Baïf, là, se trouve à l'emplacement où tout peuple sérieux aurait dû avoir un mémorial à cet endroit-là. Ouais. Alors, une personne comme moi, par exemple, qui veut justement faire des recherches, enfin, monter son arbre généalogique, quelle est la démarche à suivre? Quel document que je dois demander auprès de qui? Alors, vous voulez peut-être dire votre origine, pour qu'ils comprennent mieux un peu. Ah oui, ben je suis métissée indien. Oui, mais indien déjà, vous avez un travail personnel à faire. Parce que les archives, c'est un endroit où il y a des documents publics. Ces documents publics sont protégés par une loi sur le secret de la vie privée. Donc, aux archives, vous avez des gens qui ont plus de 100 ans. Quand même, d'accord. Tous. Par exemple, votre père n'est certainement pas encore aux archives, ni même peut-être votre grand-père n'est pas aux archives. Donc, vous avez ce travail personnel à faire en mairie, hein, avoir les documents sur votre père ou votre grand-père, et après, les archives prennent le relais. Et je peux vous assurer, les archives de la Guadeloupe, ça va jusqu'en 1840 et quelques, parce qu'on prend par exemple la famille Bourgeois, qui est une des plus anciennes de la Guadeloupe, qui était des Blancs à l'époque. Eh bien, il y a un des plus vieux mariages de la Guadeloupe, 1840. Et cet acte de mariage existe aux archives. Il y a encore 15 jours, j'étais avec, même pas 3-4 jours, là j'étais avec le frère du général Bourgeois, ils sont au courant. Eh bien, on trouve l'acte de mariage de leur ancêtre en 1600 et quelques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En France, même, ça ne va pas si loin. Nos archives sont peut-être plus anciennes que beaucoup d'endroits de France. D'accord. Bon, donc, mais vous savez, il ne faut pas que les gens oublient, quelqu'un convoqué très jeune, je ne peux pas. Il faut que vous fassiez déjà la démarche à mairie. Demandez à vos parents, parce que je me méfie de ce que disent les gens en parole. J'ai confiance qu'en document. Vous demandez à votre père, vous allez en mairie, vous saurez le nom du père de votre père, ils vous donneront l'acte de décès, même s'il y a. Et avec ces documents, moi je prends le relais. Parce que pourquoi je vous dis qu'il faut se méfier? Ici, il y a un problème de non-savane, des surnoms. Beaucoup de gens croient connaître leurs grands-parents, en fin de compte, au point de vue état civil, ils sont inconnus. Parce que votre grand-père peut-être va s'appeler Philippe, et puis en réalité, en état civil, c'est Jean-Marie qui s'appelle. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas confiance dans ce que disent les gens. Parce que souvent, ce n'est pas par
méchanceté, mais ils ne savent pas tout simplement. Un tel dit un tel. Hein. Juste un petit mot, M. Roger, sur l'immigration indienne qui commence en 1854. C'est la dernière question pour cette partie. On va se retrouver tout à l'heure. Est-ce qu'on retrouve tous les éléments sur les premiers Indiens qui débarquent en 1854, commandés par le Conseil général de l'époque, puisqu'on sait que c'est un petit peu comme ça. Bon. Pour les Indiens, c'est un cas c'est difficile. C'est difficile parce que c'est des gens qui sont arrivés, qui sont censés être arrivés libres et qui se sont trouvés dans une position d'esclaves en fin de compte, tout en étant des hommes libres. Bon. Dans un premier temps, la France était obligée de passer par les Anglais pour avoir des Indiens. Parce qu'il faut bien comprendre, quand l'esclavage a été aboli, les anciens esclaves, ces nouveaux libres, on les appelait, enfin, étaient libres en parole. En réalité, c'est comme si on a un poulailler et on ouvre la porte et on dit, on fait partir les poules. Et ces poules, eh bien, ils ont grandi dans un poulailler, ils attendent l'heure où le fermier leur donne des grains, ils vont se dormir, leur vie est complètement dépendante de ce que fait leur maître. Mais l'esclave se trouve, ça déplaira peut-être à certains, mais c'est une réalité dans cette position. C'est-à-dire qu'on leur a levé même la possibilité de se prendre en charge. Ce n'est pas par bonté, c'était pour qu'ils soient dépendants. Et cette dépendance se retrouve encore même maintenant. Hein. Quand j'écoute certaines émissions radio, on sent qu'il y a des gens qui pouillent, ces blancs-là, c'est parole là qui t'a bon Dieu. Hein. Ok, on va s'arrêter là pour un moment. On prend une page de pub. On va continuer le journal et on va continuer avec vous tout à l'heure parce que fondamentalement nous avons un collègue nous qui là, qui ont noir blanc, du Ménil. Alors est-ce que du Ménil sont noir blanc ou bien sont noir nègre là? Puisque les collègues là, vous voyez à l'aise, sont belles négresses. Voilà, il est pratiquement 13h06 et on va retrouver notre ami Jessie pour développer les titres d'actualité. Je vous rassure tout de suite, on va recevoir dans l'ordre, on va revenir avec Michel Rogers, on va recevoir Vanessa Ronel, nous savons si Ronel sont noirs nègres ou noirs blancs, et puis nous avons notre amie Karine Duménil pour sa chronique habituelle, chronique particulière aujourd'hui, il ne faudra pas rater ça. C'est à vous Jessie. Aujourd'hui, à Bémao, les planteurs de canne ont organisé une opération escargot. Ils contestent donc la convention collective 2016-2022 qui ne prend pas en compte leur intérêt, même si plusieurs de leurs revendications ont déjà été prises en compte dans la dite convention. Les agriculteurs ont décidé de maintenir la mobilisation. Reportage avec Harold Luce et Maxime Morel. Là, ici, vous voyez les nouveaux richesses qui étaient retenus avant entre 8 et 10, ils l'ont corrigé là et ils l'ont mis de 7 à 10. Et inférieur à 7. Voilà. Comme on le demandait. Et les 500 000, est-ce que ça a été retiré? Oui. Et là, on ne voit pas le fameux limite 500 000. C'est sorti. Ils ont retiré. C'était en dessous. C'était en dessous. Voilà. C'est un bon début pour les... Tu vois, ça veut dire qu'une partie de nos revendications sont déjà prises en compte dans la nouvelle convention. C'est un bon début. Ouais, donc cet après-midi, on va voir le reste. L'intersyndicale n'est pas satisfait par rapport à la convention 2016-2022 parce qu'il y a des choses dans la convention qui ne sont pas appropriées aux planteurs de canne. Et aujourd'hui, on veut revoir cette convention. On n'a pas d'animosité ni avec les Guacan ni avec les représentants de l'État. Mais aujourd'hui, nous planteurs, on doit revendiquer nos droits parce qu'aujourd'hui, cette convention est signée pour 7 ans. Or, on n'a pas droit à l'erreur aujourd'hui. C'est pour ça, nous, l'intersyndicale, UPG, JA, FDSUA et la coordination rurale qui s'est rapprochée avec nous, on ne peut pas signer une convention telle qu'elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est inadmissible qu'il y ait des trois têtes à penser que c'est eux qui gèrent l'économie à la Guadeloupe. Parce que, qu'arrêter, on paquet l'argent, la voie record fini.
pour les Nord-Bastère, avec la richesse là, qu'il y a là, car on pâtit l'argent. Comme vous savez, si la base de 650 000 tonnes, et vous pas fait, car il y a 2 millions, les récoltes finies, vous pouvez partager entre eux. Et ce combat-là, ça qu'il y a mené aujourd'hui là. Puisque si vous gagnez, vous pouvez perdre de l'argent. Puisque vous pouvez détourner l'argent là. L'Iguacan, président, a dit que la convention là bon. Bon matin, la présidente a dit à la radio que la convention là bon. Nous avons reprouvé encore. Si au Japon, dans notre convention, c'est que ça a été signé là, c'est un piège pour nous. Et nous pouvons pas dans un piège parce que sinon, nous avons réuni nous pendant 7 ans face à la convention là. Nous avons dit non. Il faut qu'il y ait dans filière là, ça, tout le monde mange, même bitin là. Industriel là, manger et producteur de canne manger correctement. Donc c'est pour ça qu'il faut nous rester mobilisés pour nous gagner combat les hommes. Moi, je trouve ça vraiment malheureux aujourd'hui. Imposez-nous de faire interprofession, imposez-nous de regrouper nous pour nous faire interprofession là ça. Et aujourd'hui, il y a besoin de nous comprendre que l'interprofession là ça n'est pas pour nous. Que nous n'avons rien à dire dedans et que c'est les plus gros qui décident dedans. Aujourd'hui, c'est l'agriculteur qui a planté, c'est l'agriculteur qui a vécu des cannes. Donc c'est l'agriculteur qui décide de qui gens qui paye les cannes. Aujourd'hui, nous sommes opérateurs là qui lèvent nous. En cas espérer que toujours été là avec nous et que vous bonne force là pour nous continuer. C'est ça que je à dire aujourd'hui. Merci. C'est sous le thème Musique noire et mémoire que l'association Racine organise la 11e édition du mois de l'Afrique. Du 28 février au 6 mars, plus d'une quinzaine d'associations vont organiser des manifestations pour célébrer donc le mois de l'Afrique. Yanis Péquignot était présent ce matin lors de la conférence de presse qui se tenait à l'espace culturel de Racine à Pointe-à-Pitre. Le mois de l'Afrique qui revient tous les 2 ans. Cette année, nous avons un thème Musique noire et mémoire, qui est assez large et qui permet justement de comprendre que l'Afrique est toujours à la source de tout pour nous, en particulier dans la musique. Donc on va voir la musique de l'Afrique et dans toute sa diaspora, donc en passant par les États-Unis, Caraïbes, Amérique latine et j'en passe des meilleurs. Et nous avons donc pour illustrer tout ça une exposition qui se tiendra au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, donc du 6 au 22 février, tous les jours. Là, les gens pourront venir voir vraiment. Il y a des panneaux explicatifs, ils vont voir des instruments qu'ils n'ont jamais vus et qui permettent de retracer un petit peu cette grande histoire de la musique. Il est important justement que les peuples noirs du monde, en tout cas les résidents en Guadeloupe, aient cette conscience historique qui est l'Afrique. Nous avons choisi cette thématique cette année qui est musique noire et mémoire car elle est proche de tout le monde. Nous savons que déjà la première musique est nos battements de notre cœur et ensuite, bien sûr, autour de cela découlent plusieurs autres musiques, les instruments également qui sont sources justement en Afrique. Nous aurons des invités cette année, une griotte mandingue justement. Nous aurons un représentant de la Guinée. Voilà, nous aurons un représentant de la Guinée. Beaucoup d'associations sont également participantes. L'association Akio, que nous connaissons, un mouvement culturel de carnavalesque. Nous aurons également le Ethiopian World Federation qui présentera au travers cet événement le Nyabingi, qui est la musique et pratique, donc une autre musique de notre mémoire africaine. Donc le but c'est toujours de valoriser un petit peu nos racines africaines, montrer que la femme noire est belle au naturel, elle n'a pas besoin de se tirer les cheveux ni de les défriser outre mesure pour qu'elle soit magnifique. Et nous avons aussi le week-end retour au naturel qui est un peu dans le même esprit. Bien sûr, de nombreuses conférences vont étayer tout ça avec de nombreux invités. Donc le programme est disponible sur associationracine.org, sur le Facebook aussi, le mois de l'Afrique. 13h12 dans le ZCL, un petit peu consacré à l'histoire. On nous parlait du mois de l'Afrique tout de suite et on revient donc avec avec Michel Rogers, généalogiste. On parle un petit peu de l'histoire de notre vie, de nos parents. Et la question qui se pose aujourd'hui, vous avez fait un leg, on peut dire ça comme ça, au Memorial Act. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Parce que le prix que ça a coûté, c'est pas plus de 15 ans de travail. Et je viens l'emprunter, a priori au nom de mes enfants qui sont un peu déçus du fait que mes travaux sont pratiquement les seules choses guadeloupéennes qui sont au Memorial Act, puisque ce qu'on voit dans la partie musée vient d'ailleurs parce que M. Létang, à qui on doit beaucoup de choses, le Memorial Act, il n'a pas pu trouver
à acheter, par exemple, les chaînes, des trucs comme ça en Guadeloupe. Il a dû s'adresser aux États-Unis, il a été en Afrique et tout ça. Tout ce qu'on voit là vient d'ailleurs, parce qu'ici, en fin de compte, nous parlons beaucoup, c'est quand on a jacté. Il y a des gens qui détiennent des choses. Des petites associations détiennent certaines chaînes. Je vais prendre à Baïf, par exemple, quand on a nettoyé une certaine propriété, on a trouvé un caveau truc d'esclaves, un cachot d'esclaves, on a trouvé des chaînes, tout ça dans la terre, des trucs. Mais c'est encore chez les gens, c'est pas, nous n'avons pas la culture du musée, comme nous n'avons pas ça. Pour nous, vieux bitins, il faut s'arrasier. On pense encore comme ça. Maintenant, il faut que ça rentre. Et bien, ce qui fait que Mémorial, là, pratiquement les seules choses typiquement guadeloupéennes, c'est mes travaux. La Guadeloupe entière ignore que toute la partie généalogique mémoriale, c'est moi. Oui. Mais le problème, c'est que ma fille, quand même des enfants, et ma femme et tout ça, qui ont un peu souffert de ça. Parce que quand je parle là-dedans, toute la journée, je reste dans mon bureau à mettre au propre ce que j'ai trouvé la journée. Des fois, jusqu'à 1h du matin. Hein? C'est chez moi-même, j'ai une petite bungalow à côté, je travaille, mais on ne me voit pas. C'est comme si... Et ils voient tout ce travail, en fin de compte, on m'ignore. On m'ignore. Quand on s'imagine, par exemple, pour l'inauguration, je n'avais même pas été invité. Hein. Il a fallu que je fasse un coup de colère, j'ai reçu une invitation 2 jours avant. Tout le monde est venu, parader, M. Hollande passe, tout le monde, sauf moi. Ouais. Bon, j'ai été là-bas. Bon, je ne suis pas quelqu'un lèche-cul, hein, tout le monde dit le sait, je n'ai pas compte. Si on compte là-dessus sur moi, je n'ai jamais le juré. J'étais assis à ma place, je voyais des journalistes passer, mais tout le monde me tourne le dos, tout le monde... Je suis assez surpris, et les gosses, ils sont très mal pris. Mais ma petite, là, elle a mal pris ça, elle a mis dans Facebook. C'est elle qui a fait une cote, elle m'a dénoncé, elle a dit que c'est mon père qui a fait ça. Mais moi, ils se sont comportés d'une manière inimaginable. À croire que je gêne RFO, RCI, jamais, au jour d'aujourd'hui, le premier média qui me parle. Peut-être après cette émission, d'autres viendront. Ouais, comme d'habitude. Vous êtes le seul média qui a daigné s'intéresser à moi. Hein? C'est inimaginable. C'est pas normal. Sans arrêt, on a des médias de France qui viennent me voir. Oui. J'aurais voulu donner la primeur à ceux de mon pays. J'ai Paris Match, j'ai un tas de grands journaux de France. J'ai de retomber de mes toits. Je reçois des coups de fil sans arrêt où les gens m'ont entendu, m'ont filmé, m'ont vu. Des médias de France, mais les médias de Guadeloupe, parce qu'en France, je ne m'ai jamais contacté, rien. Je suis comme... J'aurais tué quelqu'un, c'est sûr que j'aurais été une vedette. Ah oui, ça c'est clair. Hein, parce que c'est ce qu'on aime, Guadeloupe, on est tous défauts. Malheureusement, on peut c'est là. Ouais. Mais là, je suis comme quelqu'un qui... un pestiféré. En tout cas, vous n'êtes pas ici pour nous, monsieur Audiers, tant mieux. C'est la 3e fois qu'on vous invite. Et il faut demander des autres Tibétains quand même avant. Sauf, j'ai aussi une question, sans note, oui. Au niveau de votre travail, justement, il va être du coup repris par le Memorial Act ou bien vous allez continuer, vous tout seul Ah ben je continue. Ça ne s'arrête jamais. Il faut bien que quelqu'un prenne la suite. Hein, quand je serai mort. C'est ça. C'est interactif. Hein, mais les gens naissent, ils meurent, ils se marient. Hein, donc là, il y a la base. Il y a la base, en général, quand quelqu'un me dit son nom, je dis, allez, il y a une borne, la personne tape son nom et son arbre s'affiche au BE. Bon, il a fallu, pour des raisons de légalité, occulter les gens trop jeunes, pour ne pas être poursuivis, parce qu'il y a des gens qui m'attendent au virage pour me poursuivre. Hein. J'ai des menaces précises de certaines personnes, des pseudo-intellectuels, c'est ceux-là qui sont plus retors. Le petit malheureux de campagne, c'est pas lui qui va m'emmerder. Mais les pseudo-intellectuels, là, ils attendent, par exemple, que j'affiche le nom de leur grand-père qui n'a pas 100 ans. Et là, ils vont m'attaquer pour atteindre à la vie privée. Ils m'attendent au virage. Donc, il a fallu faire un travail d'occultation. Et il y a certaines familles où je suis à jour. Ceux-là, ils viennent me voir, je leur donne le reste. Mais je ne peux pas afficher
Mémorial ne peut pas prendre... Ensuite, ça a été politisé, cette affaire-là. Bon, c'est un acte politique, ça c'est clair et net. Il y a des choses, je m'ai pensé sur le mémorial en tant que lieu, par exemple. Je n'étais pas spécialement d'accord de l'endroit où on l'a fait, pour des raisons diverses. L'emplacement géographique. L'emplacement géographique, parce que je me rappelle, ma mère, qui a passé sa jeunesse à Pointe-à-Pitre, me disait que toujours que la rue Fatab, ces rues-là, il y avait presque 2 mètres d'eau en 28. Donc on s'imagine si un cyclone qui arrive dans le même sens que 1928, mais oui, là, il y a des problèmes. Bon, j'étais contre cet endroit-là. J'étais contre pour... Bien que je suis contre, par contre, puisqu'on ne m'a pas demandé mon avis hein, pour l'implantation, mais je constate que, par exemple, d'Arboussier, on nous présente Mémorial Act, c'était départ de l'esclavage. Je dis, mais le lieu n'est pas bon pour des raisons climatiques éventuelles. Jusqu'à présent, les cyclones sont venus par le bon côté, mais le jour ça viendra, comme en 28, frapper Pointe-à-Pitre de face, là on verra. Bon. Darboussier, c'est le fruit du colonialisme. Hein? Darboussier, c'est post-esclavagiste. Darboussier n'a jamais connu d'esclaves. J'entends des gens qui parlent, oui, à 7 ans, nous esclaves, non, il ne faut pas tenir un peuple dans l'ignorance comme ça. Darboussier n'a jamais connu d'esclavage. Darboussier a commencé en 1860 et quelques, bien après l'esclavage. Donc, c'est pas... Donc, je disais, si on parle d'esclavage, mettons-le dans une friche comme Capesterre, par exemple, Marquisat, qui est une friche beaucoup plus ancienne. Marquisat a connu l'esclavage. Beauport a connu l'esclavage. Il y a des friches qui ont connu l'esclavage, mais pas Darboussier. Darboussier, c'est le fruit du colonialisme. Napoléon III. Justement, Monsieur Roudiers, Michel Roudiers, est-ce que les historiens guadeloupéens que vous connaissez utilisent vos travaux? Ou alors, pourquoi ils ne les utilisent pas? Non. Je suis en bon terme avec. Moi, dès que je trouve quelque chose, je leur communique. Hein. Monsieur Boutin, par exemple, c'est quelqu'un de... Attention, ils sont valeureux, Monsieur Boutin. Il connaît des choses. Les marches de Petit Canal. C'est même lui qui m'a fait remarquer qu'il existe dans un journal. Eh bien, on découvre que le marche de Petit Canal est post-esclavagiste. Finalement. Mais ça a été construit en 1849. Donc, les esclaves n'arrivaient pas... Donc, pas crier marche des esclaves. Ah bon? Mais maintenant, pour défaire ça, ça a foutu une merde. D'accord. Vous voyez, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on s'enfonce dans des trucs complètement idiotes. Les marches de Petit Canal, selon Nouvelle Liste de 1923, il y avait un article où on fêtait les 100 ans, 150 ans de des lieux, dit que ça a été fait, justement, contrairement à ce qu'on croit, c'est le retour de bâton des colons. Ils ont fait une pétition, enfin, ils ont rassemblé de l'argent, on s'appelle et ils ont construit des marches qui représentent, chaque marche représente une habitation. D'accord. C'est complètement l'inverse de ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire, ces blancs-là, ils ont perdu leur esclavage, ben, ils ont monté un monument à leur honneur. Alors, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Parce que là aussi, nous avons parole qu'a dit, c'est ça. Solitude y existait ou bien pas qu'existait? Solitude, il y a l'historien Lacour. Oui. Bon, qui lui-même, ceci dit en passant, il ne se prenait pas pour un historien. Il dit toujours qu'il est un notaire. Oui, il était notaire, mais il écrivait comme ça. Et il est né en 1805. Donc, il n'était pas contemporain de l'époque. Bon, il écrit ce qu'on lui a dit. Il a fait 4 volumes de 500-600 pages, enfin, il a plus de 4000 pages. Solitude occupe 5 lignes. Que dit Lacour? Pendant la retraite vers le port, le fort de Delgrès, Solitude, apparemment, ça se passerait devant le commissariat de Basse-Terre, là, à cet endroit-là. Les troupes de Delgrès partent et, poursuivis par les troupes de Ménard et de Grette, se replient au fort. Bon, là, déjà, les carottes sont pratiquement cuites, puisque Delgrès a rompu le combat, s'apprête à s'enfermer dans le fort. Et la solitude, que dit Delgrès, que dit Lacour,
c'est le seul élément qui parle de solitude, hein. C'est là quoi. Il dit solitude est venue de Pointe-à-Pitre à Basse-Terre pour vendre des lapins. Et elle s'est trouvée à assister à la retraite de Delgrès. Et un lapin s'est échappé, elle prend un couteau, et comme il y avait des femmes blanches sur le balcon qui devaient être là pour applaudir les troupes de Richepense, il dit « Miss Anke fait les autres ». Et elle a piqué le lapin. Sur ce, on a arrêté la malheureuse, et comme elle était enceinte, on a attendu qu'elle accouche pour subir son châtiment. Point barre. Depuis, on ne parle plus de solitude. D'accord. Il est 13h24. On va continuer avec Jessie pour la suite du journal. On va retrouver Vanessa tout de suite après. Et on finira tout à l'heure. On va vous retrouver à la fin, monsieur Audias, parce que nous te dit que nous sommes au maximum. Mais comme nous d'autres invités, alors nous faisons un petit changement. Et après, nous vous retrouver à la fin du journal. Jessie. Le général américain John Kelly réitère son avertissement. Des ressortissants des Caraïbes partis l'année dernière rejoindre l'État islamique pourraient revenir dans leur pays d'origine pour commettre des attentats. L'inquiétude est d'autant plus vive qu'aucun des pays pourvoyeurs de djihadistes, la Jamaïque, Trinidad ou le Suriname, n'est équipé pour faire face à une attaque terroriste. On continue donc avec le témoignage de la jeune collégienne, donc du collège Pita à Basse-Terre, qui a tenté plusieurs reprises plusieurs fois de se suicider, je voulais dire. La collégienne donc est victime d'harcèlement depuis le début de l'année, suite à une rumeur la désignant comme protagoniste de la vidéo à caractère sexuel. Sa mère démunie a proféré donc des menaces sur le web avec une arme dans la main. Harold Luce et Maxime Morel ont recueilli leurs témoignages. Il s'avère qu'au collège Joseph Pita, une vidéo pornographique circule entre les élèves sur WhatsApp. Et par rapport à une bague que porte une personne sur cette main de personne se masturbant, on n'a fait que décréter que c'est ma fille. Donc il n'y a pas d'autre façon de dire qu'on la traite de toutes sortes de noms assez vulgaires et méchants. Ce qui a fait qu'elle s'est porté atteinte à sa vie privée et puis elle a voulu se suicider en tout cas. En tant que mère, je vis ça très péniblement. C'est vraiment pénible parce que dernièrement, je sais qu'il y a eu un reportage qui a été fait et que la principale du collège a signalé que j'ai dit que mon enfant était suicidaire alors que je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est une enfant qui a été fragilisée suite au décès de ma mère. Donc ça fait que le collège fait que porter des paroles mensongères, ce qui appuie encore plus au fond de nous de la souffrance et de la méfiance au niveau de l'éducation nationale. Donc nous nous demandons exactement qu'est-ce que le rectorat fait pour agir, qu'est-ce qu'il attend pour réagir. Tous mes amis se sont mis à dos de moi. J'ai toujours été là pour eux, j'ai jamais fait l'hypocrite avec eux. Et là, c'est ce qu'ils font pour moi. Et ça, je n'apprécie pas. Ça m'a cassé, ça m'a énervé. Il refuse de me croire. Il dit justement me connaître, mais en fait, c'est pas vrai parce que s'il me connaissait, ils auraient vu que c'est pas moi. Il n'y a pas de visage, il n'y a rien. Il y a juste une bague. Tout le monde peut avoir cette bague-là. Donc, on ne peut pas dire que c'est moi, réellement. Donc, ça m'énerve. Ces temps-ci, je ne vais pas à l'école justement à cause de ces problèmes-là, mais je refuse d'y aller justement parce que je ne veux pas affronter le regard des gens, les paroles non plus, parce que pendant que par exemple je serai assise par là, on va dire des choses sur moi et moi je vais rencontrer ça et ça va très mal se passer. Soit je vais péter un câble, soit je vais recommencer mes affaires de suicide. C'est pas une solution, mais tout ce qui passe par ma tête, ben je fais. Donc soit passer aux conséquences, il n'y a rien. L'établissement est fermé, les enseignants font grève et ils incitent les parents à se retourner contre moi. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera un autre parent. Ils ont voulu faire un courrier pour ne pas que mon enfant mette les pieds dans le collège. Ça s'appelle de la discrimination. Donc ils seront jugés et puis je dis à la volonté de Dieu, seul le juge réel fera ce qu'il faut.
En Guadeloupe, 2 barrages ont été dressés très tôt ce matin à Bosredon, à Morne-à-l'Eau. Des barrages gênant considérablement donc la circulation dans les 2 sens. À l'origine de ce blocage, le collectif de défense d'Ubud pour Guadeloupe, qui s'oppose à l'expulsion donc des 3 familles mornaliennes. Rappelez-vous, donc l'expulsion avait été orchestrée par les forces de l'ordre lundi dernier pour défaut de titre de propriété. Reportage tout de suite avec Yanis Péquigno. Ici, nous sommes à Bosredon. Nous sommes aux côtés effectivement de 3 familles qui ont été expulsées depuis le 11, depuis lundi dernier. Et aujourd'hui, en plus de cette expulsion, nous constatons que les personnes qui sont à l'origine de l'expulsion ont entamé la démolition de ces maisons et manu militari sans aucune autorisation, sans aucune décision effectivement du tribunal, sans aucune autorisation de la commune. Donc par conséquent, nous avons contesté la manière dont l'expulsion a été faite. Aujourd'hui, nous sommes là pour contester encore cette démolition et surtout, en fin de compte, mettre à connaissance du maire et du préfet le document effectivement sur lequel on s'est basé à expulser ces malheureux. Donc aujourd'hui, nous avons découvert avec nos techniciens que le document qui a servi pour l'expulsion de ces personnes est effectivement un document qui est faux, qui simplement donne la possibilité effectivement l'antériorité d'un terrain à ces personnes, mais de l'autre côté de la route. Donc nous disons qu'il n'est pas normal dans un pays effectivement de droit, nous sommes en plein 21e siècle, que le tribunal se base sur ces documents-là pour effectivement expulser quelqu'un, alors que la personne n'a rien à voir sur la parcelle où l'expulsion a été faite. C'est-à-dire, c'est une histoire de famille, c'est-à-dire un parent, un cousin qui a 53 ans, M. Pénélope Marius, et une cousine, Mme Sossois Viviane, qui habite Bois-Vingt-Moule, qui veut avoir la main avec les parents. Et comme nous, on nous a expulsés par les forces de l'ordre, et ces gens-là n'ont pas de papier. De papier direct, c'est-à-dire des faux papiers qu'ils ont, alors on nous a expulsés par la loi. Et or, le monsieur qui est plus important, qui a fait les cachous de ma maison, c'est mon cousin même, monsieur Maris Pénélope, qui est évangéliste. Et puis, moi je trouve c'est inadmissible pour avoir cette vengeance vis-à-vis d'un parent. Les gens qui disent des bêtises, surtout par rapport à Facebook et autre chose, qui se permettent de juger sans savoir. Sachez qu'on ne juge pas quelqu'un sans savoir profondément l'histoire, ce qui s'est réellement passé. Il y a par rapport à l'article que France Antilles a sorti le mardi, il y a eu beaucoup de jugements, des gens qui se sont permis de dire « Yo bien fait foutre yo dehors, ça pas qu'à fait ces bitins là ça. Ça pas qu'à fait et nous pas qu'à mettre moun dehors comme ça du jour au lendemain. » Alors moi je trouve que c'est inadmissible pour ce genre de truc qui arrive à la Guadeloupe. Peut-être que ce n'est pas moi la seule. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas parler. Mais moi, j'ose dire aux gens, ces gens qui vivent ce genre de problème, de parler, d'ouvrir leur cœur. Même si c'est les parents, il faut parler. Je laisse toute seule à préparer les émissions. Là, demain soir, c'est mais demain même, soir. tu crois que le soir, je suis là en train de regarder la télé? Il faudrait justement. T'es à l'antenne déjà. Voilà, c'est l'heure de la page pub. On va retrouver Vanessa tout de suite après pour parler du GBW qui s'appelle Guadeloupe Business Woman. Voilà, il est 13h30, la page de pub, et on se retrouve tout de suite après. Minutes. Voilà, il est 13h36 avec Vanessa Rounel, dont le nom vient de la Bretagne, c'est ce qu'elle dit. De toute façon, on saura ça tout à l'heure avec monsieur Rogers. Alors sinon, Vanessa, bonjour. Bonjour Danick. Alors, le Guadeloupe Business Woman continue ses activités. L'association continue ses activités. Donc, c'est une association qui rassemble les femmes chefs d'entreprise et les cadres dirigeantes de Guadeloupe. Notre volonté est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin.
de pouvoir vraiment faire un état des lieux des problématiques liées aux femmes chefs d'entreprise et de pouvoir justement interpeller les décideurs économiques à l'échelle locale, régionale ou nationale sur des solutions possibles. Alors on sait que quand même la population guadeloupéenne féminine elle est supérieure, 53%. Alors la population féminine en Guadeloupe est très active, donc effectivement la population est à 53% féminine. Ouais. Il faut savoir qu'on a le taux de création d'entreprises le plus élevé, 37%. Chez les femmes. Voilà, sont des créatrices d'entreprises. Il faut savoir que la moyenne nationale est à 30% et que l'objectif du gouvernement est d'atteindre les 40% en 2017. En France. En France. Alors ici on est au top du top en fait. C'est vraiment très bien, surtout que effectivement la France a un vrai retard par rapport à nos voisins européens ou américains où on a dépassé la barre des 50% pour certains pays. Qu'est-ce qui fait que les femmes guadeloupéennes soient si actives dans la création d'entreprises? Alors déjà, il y a quand même un chiffre qui est sorti l'année dernière, c'est que l'écart de salaire entre hommes et femmes est de 17%. Quand même. Donc c'est quand même assez important pour les Antilles. Donc déjà, je pense que c'est déjà une première invitation à monter son entreprise. Je pense que les femmes guadeloupéennes ont un goût pour l'indépendance. Qu'elles sont peut-être pas aussi bien valorisées ou qu'elles ne peuvent pas aussi bien s'exprimer que si elles étaient femmes chefs d'entreprise. Et puis je pense qu'il y a cette tendance à être multicasquette et peut-être un peu le mythe de la femme potomitan aussi. Enfin voilà, autant de choses qui doivent jouer là-dessus. Jessie, vous retrouvez dans ce qu'elle dit là? Oui, tout à fait. Oui, je pense effectivement que les femmes ont un besoin d'indépendance très fort ici. Alors justement, quelles sont les difficultés qu'une femme qui souhaite entreprendre va rencontrer ici qu'un homme ne va pas je pense que déjà c'est très psychologique parce qu'on parle souvent du plafond de verre. Oui. Mais le plafond de verre aussi, on se l'impute à soi-même sans le vouloir. On se dit tout le temps, ah mais je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir le faire. Oui. Donc ça, c'est déjà un premier frein. Après, je pense que c'est toujours l'information, la chercher, la trouver, voilà, être accompagné. Il y a énormément de réseaux d'accompagnement qui sont en Guadeloupe, mais bon voilà, il faut bien déterminer son projet. Et puis c'est très difficile d'entreprendre en Guadeloupe, quand même. Il faut quand même le dire aussi. Les banques vous aident beaucoup? Est-ce que les banques aident beaucoup les entreprises? Tout dépend. D'une manière générale. Tout dépend si vous avez des fonds propres ou pas. J'ai envie de dire, si vous avez des fonds propres, je pense que les banques vous accueillent bras ouverts. Oui. Si vous n'en avez pas, c'est plus compliqué, effectivement. Tout dépend de votre activité aussi. Après, effectivement, si votre projet est un peu de grande envergure, etc., c'est sûr que ça va être le parcours du combattant. Plus vous pouvez commencer avec des petits moyens, plus vous aurez la facilité de pouvoir démarrer votre activité. Donc c'est là aussi où il faut se tenir informé, où l'association aussi peut jouer ce rôle d'information, de vous dire, bon voilà, vous voulez quand même... C'est vrai que notre positionnement, c'est vraiment les femmes chefs d'entreprise en activité et les cadres dirigeantes, mais une porteuse de projet, si elle a besoin d'un conseil, chacune d'entre nous, on a déjà eu des retours, plus ou moins avec des réseaux d'accompagnement aussi qu'on connaît, donc on peut totalement donner un conseil, savoir voilà quel est le réseau d'accompagnement qui pourrait plus vous aider sur votre entreprise, sur votre création d'entreprise. Mais l'accompagnement, en fait, finalement, bon, ça, les difficultés que vous présentez concernent également les hommes, mais au niveau vraiment aux femmes, qu'est-ce qui fait que vous différenciez par rapport aux autres organismes? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat au féminin et le fait de vouloir le promouvoir est très important parce qu'en tant que femme, on agit souvent par mimétisme. C'est pour ça qu'on met vraiment en avant des femmes aguerries. On voit beaucoup d'articles, beaucoup de réseaux qui mettent en avant des femmes qui ont réussi, que ce soit la patronne qui est chez Yahoo. Voilà. L'objectif, c'est de montrer que c'est possible. Et effectivement, les femmes ont besoin souvent d'avoir un exemple, de dire « Ah, bah, je peux le faire ». Donc effectivement, tout se passe dans la tête en grande partie, je pense, à mon sens. Plus aussi, les femmes, elles ont des enfants. Donc voilà, on sait très bien, même si que les choses évoluent, etc. Mais une femme, le matin, avant de partir, elle s'assure de savoir que ses enfants ont mangé, ont pris leur petit déjeuner, qu'ils ont de quoi manger ce midi, qu'il faut aller les récupérer, etc. Il faut organiser son agenda. Donc c'est pas forcément je vois Danick déjà sourire, mais c'est vrai que de manière générale c'est vraiment, la femme a encore ce rôle là, même si que les hommes prennent aussi le rôle et le font. Il y a aussi beaucoup de familles monoparentales aussi, il faut pas oublier. Donc voilà, ce sont des défis, des challenges et il faut s'accrocher. Et monter son entreprise, ça se fait pas en 2 jours, c'est un travail de longue haleine qui prend parfois plusieurs années. Alors on revient à la conférence de demain. Oui, alors la conférence, thématique, c'est le management au féminin. Ça s'appelle, donc la conférence s'appelle Management au féminin et Parole d'entrepreneur. C'est une conférence qui donc a lieu le 20 janvier à Pointe-à-Pitre.
demain. Oui. Demain, à Pointe-à-Pitre, à l'agence BDF qui est sur la place de la Victoire. Nous aurons un certain nombre d'intervenantes, donc comme Claire Gloro, qui est formatrice en management d'organisation, management du changement auprès d'entreprises, qui justement fait cette formation de management au féminin qui en temps normal dure 3 jours. Mais là, justement, pour nous, elle va essayer de faire un condensé de cette formation où elle évoque la femme, le rôle de la femme dans le monde du travail, le plafond de verre, les écueils, qu'est-ce que c'est le management au féminin, chacun a sa définition, voilà. Alors justement, quelle est la différence entre manager au féminin et puis manager de façon Alors, masculine? bien entendu, chaque femme est maître à bord dans son entreprise ou en tant que dirigeante, mais ce qu'on observe souvent, c'est que les femmes sont beaucoup dans l'exécution, dans l'opérationnel, dans la prise de décision, beaucoup plus que chez les hommes. Les hommes, on est plus sur de la stratégie ou on est plus sur de la politique, souvent. Il faut savoir qu'il y a aussi... On dit souvent que les femmes sont plus humaines, plus équitables, et forcément, ça a une influence sur la culture d'entreprise et donc le comportement des équipes aussi. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps par McKinsey fin d'année, qui nous indiquait qu'effectivement, on remarque que s'il y aurait plus de femmes chefs d'entreprise, qu'on aurait un PNB plus important, que ce soit à l'échelle de l'Europe, de la France ou du monde, et que ça se chiffre en milliards d'euros. Donc voilà, il y a des efforts à faire là-dessus. Et puis souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est que la performance d'une entreprise dépend aussi beaucoup de la diversité des talents qui sont dans cette entreprise aussi. Donc on ne peut pas mettre de côté les femmes, et effectivement on assiste de plus en plus à la féminisation dans la gouvernance des entreprises, qu'elles soient dans le 440 ou pas. Voilà, merci donc à Vanessa Ronel. On la retrouvera, donc si vous êtes intéressé, voilà. Demain vous retrouverez Vanessa et d'autres personnes de l'association JBW, Guadeloupe Business Woman, à cette manifestation, conférence qui risque d'être intéressante, j'espère. Il faudra s'inscrire, de toute façon elle a donné le site, sinon on va faire un rappel des titres en attendant qu'on retrouve tout de suite Karine pour sa rubrique habituelle, rubrique consacrée à l'innovation. Alors dans les titres, donc aujourd'hui on avait une opération escargot donc organisée par les planteurs de canne, donc qui se mobilisent pour qu'il y ait qu'on puisse prendre en compte en fait plus leur intérêt dans la convention collective 2016-2022. On est en plein dans le mois de l'Afrique, donc l'association Racine qui organise la 11e édition du mois de l'Afrique, donc du 28 février au 6 mars. On aura plein d'animations et beaucoup d'associations qui se sont mobilisées justement sous le thème musique noire et mémoire. Et enfin, toujours la polémique donc, sur cette fameuse vidéo à caractère sexuel, donc sur la jeune fille qui est victime donc, de rumeurs. Donc vous avez donc entendu la mère et la fille voilà, qui ont témoigné, mais bon, il n'y a pas eu de suite. Bon, au moins le collège Joseph Pita donc, a repris les cours, ils ont ouvert à nouveau donc aujourd'hui après 2 jours de mobilisation. Voilà, merci Jessie, on va retrouver tout de suite que des femmes aujourd'hui. On va retrouver notre amie Karine Duménil de Guadeloupe, bien guadeloupéenne. Et Karine va nous faire voyager, puisque Karine, comme chaque semaine, nous fait un petit topo sur l'innovation. Bonjour Karine. Bonjour Danick. Quoi de neuf aujourd'hui? Et je vous présente ici. Oui, nouvelle venue dans le club. Bienvenue au club. Oui. Alors, qu'est-ce qui va être le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'État islamique. Carrément. Oui. Quel rapport avec l'innovation? L'État islamique se rentre dans le numérique et le digital. Hein, carrément, puisqu'ils utilisent aussi ces moyens-là pour faire la guerre, hein, tout simplement. Faire la propagande aussi. Et la propagande, donc la guerre n'est pas... On en avait déjà parlé d'ailleurs après les attentats du 13 novembre. Tout à fait. On avait parlé de l'impact de Twitter et de Facebook pour Daesh, mais aussi pour les victimes. Et là, on va un petit peu plus loin, puisque depuis fin 2015, donc depuis les attentats, on découvre que Daesh est très très bien positionné sur tout ce qui est numérique et applications mobiles. Voilà. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont au goût du jour, on peut le dire comme ça?
Ce sont des jeunes, on remarque bien que les kamikazes aujourd'hui ils sont jeunes, hein. Donc ils utilisent tous les moyens de communication à leur disposition. Il faut savoir que l'État islamique aussi fait du recrutement, pas que pour, pas que pour la guerre sur le terrain, mais aussi dans leurs équipes, ils ont des spécialistes de la communication et du digital. Donc du coup, ils réussissent à créer des applications spécifiques pour donner des informations sur les champs de bataille. Il y a même une application qui s'appelle Al-Wari. On en a même deux, Al-Wari et Amak, voilà, utilisées par l'État islamique. Et avec ces applications, ils réussissent à se faire des échanges de documents très précis, donc des cartes, des cartes, hein, sur les zones de guerre, les zones qui vont attaquer, les zones qu'ils ont déjà pu attaquer, et ça sert effectivement à la propagande, donc pour dire aux jeunes, bon ben voilà, on a attaqué tel et tel endroit. Ils ont des spécialistes des vidéos, puisqu'on voit bien que les vidéos de propagande sur YouTube ressemblent très bien fait. On dirait des jeux vidéo. On dirait franchement des jeux vidéo, on a l'impression qu'on est dans sur un jeu vidéo. Donc virtuel, ça on a l'impression qu'on est dans le virtuel alors qu'on est dans la réalité. On est dans la réalité. Donc il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont utilisés, donc apparemment en plus ils ont du budget pour ça. Moi, ce qui m'étonne, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que sur le net, tout le monde insiste pour dire que ces nouvelles applications ne sont pas forcément des menaces. Bon. Moi, je mets un bémol, hein, puisqu'il faut. On a bien vu que la Caraïbe n'était pas épargnée par une attaque terroriste, hein, puisqu'on sait très bien qu'à Trinidad, il y a quand même eu des rébellions. Il y a des djihadistes qui ont quitté la Syrie, qui sont retournés à Trinidad. Oui. Exactement. Donc, elle l'a dit tout à l'heure. Exactement. Et on n'oublie pas qu'en 90, il y avait déjà eu un coup d'État à Trinidad fait par des islamistes. Mais alors, ces applications, elles sont utilisées par d'autres personnes que Daesh ou alors n'importe qui peut avoir accès à ces applications? Alors, on a deux types d'applications. Daesh utilise des applications utilisées par le grand public, comme Telegram, qui permet d'échanger des messages cryptés. Donc, Telegram est disponible. Et qui ne laisse pas de traces. Hein. Et qui ne laisse pas de traces. Oui, je connais bien. Voilà, donc il faut savoir aussi que Daesh avait une page sur Twitter. Jusqu'à fin 2014, ils faisaient la propagande en grand, sans se cacher. Donc les applications telles que Telegram, effectivement, permettent de donner plein d'indications sur la guerre. Et lorsque Daesh a créé son profil sur cette application, le compte comptait près de 9000 abonnés. Jusqu'à mi-octobre 2015, 9000 abonnés. Voilà, donc là, ils s'en sont débarrassés. Et il faut savoir aussi que la Ghost Security qui est un groupe lié aux Anonymous et qui aide les États, les agences de renseignement dans la lutte contre l'État islamique, exactement, a mis en place dans leur système de recherche des éléments qui prouvent aujourd'hui que l'État islamique peut créer des applications mobiles qu'on ne peut pas trouver sur les plateformes de téléchargement. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça c'est clair. Ouais. Alors, ni sur Android, ni sur Apple. Oui. Voilà, sur Apple. Donc du coup, c'est pour ça que certains disent que, effectivement, sur Apple et Android, il y a des garde-fous qui sont mis en place par les États. Oui. Voilà. Sauf que Daesh utilise d'autres canaux que ces plateformes de téléchargement, et à ce moment-là, ils peuvent développer leur application. Ils sont très malins, ces gens. Oui, écoutez, bien informés. Ils sont très malins, ils utilisent nos armes en fait pour faire la guerre, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est pas une guerre de tranchées. Absolument. C'est une guerre idéologique. C'est une cyberguerre, c'est ça. C'est une guerre idéologique. Et avec les applications mobiles, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, c'est plus facile de faire passer des messages. Hein. La preuve, avec des vidéos pleines d'effets spéciaux, c'est plus facile de dire aux nouvelles recrues, bon ben venez chez nous, c'est GTA quoi. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à préciser ? Qu'il faut faire attention, hein, qu'on attend de voir ce qui se passe, s'il y aura des mesures qui seront prises pour la Caraïbe, non seulement d'un point de vue sur la toile, mais aussi sur le terrain. Sur la vie réelle, dans la vie réelle. Exactement. Oui. Voilà. On continue sur LB Diffusion aujourd'hui LB Développement, ça va être très court aujourd'hui. Très court, oui. Puisque je n'ai pas encore le programme, on est en début d'année. Il y a tout de même la rentrée qui se fera le 22 février. Pour la formation de chargé de recouvrement. Donc la rentrée est maintenue. Par contre, pour tout le programme de formation, vous pouvez joindre LB Développement à l'adresse mail suivante. Prenez vos stylos. Toujours la même. Voilà. Oui. Formation au pluriel en minuscule @lboutremer.com. Et par téléphone. Au 83. Non. Au 810 325. Ça a changé. 810 maintenant. Mais non, ça a toujours été ça. 05 90 810. Ah non, c'est 810, c'est bien ça. 325. C'est un 08, d'accord. Non, c'est pas un 08. Un 05, d'accord. Voilà. Ok. Bien. C'est tout. Vous étiez aujourd'hui
en ZCL. C'est ça, voilà, je suis raccord avec le plateau. J'apprécie. Bien, ben voilà, on va essayer de retrouver peut-être, je ne sais pas si on va clôturer le journal, si on va essayer de retrouver monsieur Rogers, c'est possible. On nous fait le temps de voir aussi, il nous reste un petit, peut-être 8 minutes de monsieur Rogers. Monsieur Rogers qui a été avec nous depuis le début de cette émission. On va clôturer avec lui puisqu'il y a encore 2 petits points à regarder, à voir avec lui. Puisqu'on a parlé de généalogie, on a parlé du Memorial Act, on a parlé de la recherche historique, on a parlé de solitude, et je pense qu'il faudrait peut-être dire 2 petits mots sur l'état des archives aujourd'hui, parce que tout à l'heure j'ai ici posé la question à savoir comment faire des recherches généalogiques. On sait qu'il y a des microfilms, on sait qu'il y a théoriquement un matériel qui devrait être à notre portée, mais question, est-ce que les archives sont au point? Bon. Eh bien, les archives, nous avons à vue d'œil du matériel, mais en fin de compte, ce matériel ne fonctionne pas. Quand on consulte les microfilms, sur 7 lecteurs de microfilms, il y a un seul qui est un petit peu fiable. D'accord. Bon. Il y avait des machines, il suffisait d'appuyer sur un bouton et on avait la photocopie du document qu'on lisait sur le microfilm. Ça fait près de 8 ans que ces photocopieuses n'existent plus, sont en panne. Nous sommes en train de régresser, les archives, il n'y a plus de machines. On avait rénové les archives, le bâtiment avait été refait. Le bâtiment est bien, oui. Mais surtout que la direction, on dirait qu'il y a une volonté que les gens ne fréquentent pas les archives. D'accord. C'est mort, vous allez maintenant vous allez voir un grand corps mort. Visiblement, je sors peut-être de mon droit en tant que lecteur, mais j'ai quand même mon mot à dire. Oui. Parce que quand on consulte les documents, vous verrez que je suis souvent le seul à fréquenter les archives. Comme je leur dis, c'est un restaurant, vous aurez coulé parce que je serai le seul à manger. C'est vide, les gens ne font ça ne fonctionne pas, les machines ne marchent pas. Il faut dire que les archives dépendent du Conseil général. Hein. Oui, dépendent du Conseil général, mais il y a aussi la volonté de la direction des archives qui dépend du ministère de la Culture. Oui. Bon. Eh bien, on prend un exemple. Il y a un jeune homme qui a remplacé l'ancien, parce que je peux nommer son nom, M. Delaney, qui a pris sa retraite. Ce jeune commence à être opérationnel. Voit-il pas que il sera peut-être pas son contrat, je sais pas comment on appelle ça. Oui, il avait un CDD. Ouais. À durée déterminée. Oui. Et tout ça peut être remplacé par quelqu'un d'âgé qui ne connaît rien. Pré-retraité presque, qui va le remplacer. Et ce jeune qui commence à être... Là, je n'arrive pas à comprendre cette mentalité. On entend sans arrêt parler, les jeunes l'embauchent, et on entretient une espèce de précarité, mais qui n'a aucun sens, puisqu'il faudra reformer cette vieille personne qui viendra là. Oui. Alors que ce gosse, il a fallu 3 ans pour qu'il arrive à connaître le dessous des archives, parce que c'est pas que dans la généalogie, il est dans un truc, c'est celui qui cherche les recherches de terrain, des trucs comme ça. Il faut connaître l'emplacement de ces registres, tout ça. Et je le vois tout triste, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est dans le doute que son contrat ne sera pas renouvelé. Et là, c'est inimaginable de ce genre. Alors qu'on entend toute cette comédie-là, ce carnaval qu'on vient de vivre, là, les élections, on a entendu toutes sortes de choses, et puis c'est pas normal, je pense sur moi à dire ça, que c'est pas normal d'abuser de jeunes comme ça. Après, s'ils deviennent violents, ils ont raison. On les pousse à la violence. Parce que quand vous donnez un contrat à un jeune, un contrat de 3 ans et quelqu'un, un jeune qui a 25 ans, au bout de 3 ans, il a 28 ans, hein, c'est plus un jeune déjà, hein. Il a déjà créé un foyer, il va se retrouver le cul dans l'eau. C'est pas normal. C'est des criminels quand on fait une chose pareille. C'est pas normal. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sauver les archives? Vous êtes là, peut-être lancer le cri. Ceux qui m'écoutent, au moins, qui sachent, j'avais parlé de ça à Mme Rodin. J'ai parlé de cette histoire-là, mais je leur remets ça en public, là, hein, le doigt dans les yeux, moi, je n'ai pas à me cacher. Les archives sont en train de mourir.
un bijou, nous possédons, à moins que peut-être ces gens veulent amener ça en France, c'est possible. On ne sait jamais. Hein, mais c'est inimaginable qu'un bel instrument comme ça est revenu un désert. Moi, quand j'ai connu les archives, c'était ça. J'ai essayé de vulgariser ça par la radio avec des gens comme Dieu parle. Ça commençait à être fréquenté. Encore que ça gêne ces gens des gens s'intéressent à leur histoire ici. Peut-être on veut que nous soyons un peuple de niais, c'est possible. Oui. Peut-être ça doit arranger les gens, parce que vous avez un coin rentable. Hein. Bon, donc peut-être c'est ce qu'on attend de nous, que nous soyons des ignorants. D'accord. On a entendu votre cri. Une dernière question peut-être. Mais est-ce que du coup, il ne faudrait pas les mettre à tout public sur Internet, les archives, qu'on puisse trouver des traces, mais sur Internet? Il y a certaines choses sur Internet, mais il y a vous savez qu'à l'époque, il y avait une ancienne directrice des archives, Madame Servan, il y avait Monsieur Lafleur, qui représentait l'éducation nationale. On a mis là un système, les maîtresses amenaient des petits-enfants de cours moyens, les cours moyens, surtout des CM 1 et 2, fréquentaient. Et bien avec le temps, je crois à ces jeunes-là, maintenant, ils sont adultes, mais ils ont pris goût en allant, parce que vous savez, un enfant, ils viennent aux archives, on les amenait à l'intérieur, ils ont vu ce travail de fait. Il y a même eu des émissions où ces hommes qu'on ignore, là, on a vu que des types très pointus qui réhabilitent des vieux registres. Et tout ça, on les a vus. C'est la première fois on a vu l'intérieur des archives où il y a des relieurs, tout un corps de métier maintenant qui retombent dans l'ombre. Quand on va là, on voit qu'ils sont tristes. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi, je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas employé aux archives, donc je sors de mon rôle. Mais en tant que consommateur, quand même, je vois quand quelque chose ne colle pas. Les gens ne sont pas bien dans leur peau. Il y a la dame qui est là maintenant, elle est en guerre ouverte, je ne sais pas moi, c'est inimaginable. Tout le monde est complètement démobilisé. Vous demandez un registre, parce que rien ne vaut de manipuler un registre. Moi, je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu de mes yeux, j'ai touché le registre sur l'acte de naissance de mon grand-père, l'effet que ça m'a fait. Ça n'a rien à voir avec Internet. Vous voyez, c'est de la lumière froide, ça. Alors que quand vous touchez le registre, vous vous rendez compte. Bon, d'accord, on ne peut pas mettre des registres comme ça. Elle amène n'importe qui, parce qu'il y a des gens malveillants qui arrachent des pages, des gens qui savent plus ou moins tourner des pages. Bon. Mais quand même, sachant que le registre existe, on accepte la photocopie du registre. C'est déjà autre chose que de l'Internet. On peut faire la généalogie par Internet, mais et puis c'est pas que ça. Il y a la recherche de terrain, parce que vous verrez quand vous êtes pointu dans ces recherches, vous irez plus loin, et à ce moment-là, vous découvrirez peut-être certaines choses. Par des actes notariés, tel esclave. Par exemple, quand il meurt, vous voyez, père et mère inconnus. Parce que comme ça, ils annulent le bonhomme, le gars meurt, origine inconnue. Et un jour, dans un acte notarié, vous allez trouver qu'en fin de compte, son origine n'est pas entendue, vous allez voir que ce monsieur, il déclare qu'un tel c'est son père. Dans des actes notariés, on découvre ça. Tel nègre, esclave, a un terrain. Alors, bizarre, le type a des terres. Et bien on découvre sous l'acte notarié, le type, pratiquement le lendemain de sa libération, par des biais, pas le mot malhonnête, hein, parce que souvent il était tout simplement ce qu'on appelle un nègre à talent, c'est-à-dire un esclave qui est charpentier, et l'esclavage est aboli, et bien son ancien maître a subi une déconfiture d'un cyclone, et bien il va réparer la maison de son ancien maître, mais en tant qu'artisan, et le gars ne peut pas le payer, et bien il le paye par 2 ou 3 hectares de terre. C'est comme ça qu'on trouve des nègres propriétaires de terrain. D'accord. Bon, et moi, mon passage ici, c'est pour rétablir certaines choses, et notamment les médias. Moi, j'assure que
je ne faisais pas attention parce que je ne suis pas quelqu'un de médiatique qui aime qu'on parle. Moi, ça m'ennuie qu'on parle de moi trop. Mais il faut avouer quand même, vous avez fait un travail des années, et vous n'êtes pas reconnu. Vous êtes comme une espèce de zombie. Hein? On a fait un truc sur les immigrés, là. Des petits films. Bon. Sur les différentes immigrations. Mais ça a été noyé avec Daroussier. Ouais. C'était un truc à part, qu'il fallait mettre ça à part. Et c'était un film qui aurait pour but de créer une concorde. Parce que je vous assure qu'ayant participé, j'ai eu des confidences de Syro-Libanais, des confidences d'Indiens, de différents, parce que bien choisi des Indiens de différents, que tous les Indiens, ce n'étaient pas des Tamouls, il y avait plusieurs ethnies, il y avait plusieurs catégories d'Indiens. Bon, malheureusement, les Indiens, ils ont pris à peu près les mêmes défauts que les nègres, c'est-à-dire qu'il y a de la dissension. Il faudrait mieux aussi, moi par exemple, j'ai aidé pas mal Gopio. Gopio n'est pas copain avec les amis de l'Inde. Je crois que dans certains cas, il ferait mieux de faire cause commune. Hein? Et ça ne continue pas cette histoire de division à la Lynch, continue post-esclavagiste. Et c'est un peu ça notre problème. On nous divise sans arrêt. Monsieur Rogers, parole au pays, j'en finis. Alors, j'ai une question que poser pour moi très vite. Est-ce qu'on a l'intention de marquer un livre? Parce que Nestor regarde vous. Peut-être écrire un livre, mais enfin, fini généalogie des Indiens. D'accord. Il faut d'abord finir ce qu'on a commencé. Alors, comment nous, on joue généalogie à Jessie Gouvin-Dama, et on peut faire recherche là, et là, on peut voir ça pour moi. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer un petit moment, c'est jamais assez, mais on le refera. On est en janvier, avant mai, nous faisons une émission encore avec vous parce que parole là toujours belle. Ouais, tout ça fait 10 ans. Hein? Oui. C'est peut-être un mot donne l'habitude de mais il faut écouter quand même. Heureusement, on là. Ouais. Parce que sans autre, on a l'impression d'une entreprise de démolition du cerveau au niveau des médias en Guadeloupe. Malheureusement. Malheureusement. Bon, alors que quand tu veux venir habiller, vous même. La prochaine fois. En tout cas, merci Michel Rogers d'être avec nous. Père Moun qui t'a écouté nous, Moun Guadeloupe, Moun Martinique, Moun France, qui a regardé 10 heures et 4 minutes. Nous allons dire merci. Jessie, à demain. À demain. Sans moi. À demain, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, c'était donc le ZCL de ce mardi 19. Il y aura encore. Et nous allons continuer avec M. Rogers, nous avons l'occasion de vous faire venir parce qu'ils n'ont pas habité à nous. Voilà, c'est fini. C'est pour ça la réalisation. On se retrouve très prochainement.